Bonjour. Dans le cadre du cours d'analyse et transformation des matériaux, je vais vous présenter une capsule sur le module 7, dont le sujet c'est les polymères, ou de façon plus simplifiée, disons les plastiques. La présentation ne suit pas exactement les notes de cours, ça que soyez pas surpris. Ça se veut plutôt une façon complémentaire d'expliquer le sujet du module 7. Je commence avec une photo où on voit le continent de plastique qui est dans le Pacifique. C'est juste pour souligner le fait qu'il y a deux côtés à une médaille la plupart du temps. Dans ce cas-ci, dans les plastiques, c'est formidable, toutes les couleurs, toutes les formes, toutes les grosseurs qu'on peut avoir, le bas coût, en tout cas les coûts très intéressants pour mettre en forme le plastique. Par contre, il y a un revers à la médaille, puis ce revers-là, c'est souvent l'impact environnemental des plastiques. Le plan de la présentation, je commence par expliquer un peu la chimie du carbone, pour expliquer la polymérisation. On va parler des différents types de polymères que sont les thermoplastiques, les thermodurcissables, les élastomères. On va parler un peu de la cristallisation des polymères. Ensuite de ça, on va parler des différentes propriétés et applications, mais ça va être fait dans une autre capsule. Puis je termine avec les problèmes avec les plastiques. Fondamentalement, le but de la présentation, c'est d'avoir une compréhension de base des polymères pour être en mesure de travailler en équipe avec des techniciens en matière plastique ou des chimistes lorsqu'on est en entreprise. C'est vraiment que ces gens-là ont des connaissances, puis ça l'aide d'avoir une certaine compréhension du plastique pour bien travailler en équipe avec eux. Nous, c'est sûr que eux, c'est plus les procédés, les recettes. Nous, c'est plus l'équipement ou les moules dans le domaine du plastique sur lequel on travaille. Ça que c'est. OK. Si on révise un peu des petites notions de chimie, mais très rapidement, je vous rappelle que le carbone a 4 sites de liaison pour d'autres atomes ou d'autres radicaux qui sont des ensembles d'atomes. L'hydrogène a un site de liaison, l'oxygène 2 et l'azote 3. Lorsqu'on parle de la chimie du carbone, faut être conscient de certaines choses. Bon, le carbone, lorsqu'il se lie avec d'autres atomes de carbone, ça peut être pour former, par exemple, du diamant, du graphite. Par contre, le carbone, lorsqu'il a une double liaison avec un autre atome de carbone, puis il a les autres types de liaison sont avec des atomes d'hydrogène, donc on forme une molécule extrêmement simple qu'on appelle l'éthylène. L'éthylène peut constituer un monomère. Ça fait que si on regarde notre fameuse molécule d'éthylène, si on ouvre la double liaison grâce à un produit chimique, on peut faire ce qu'on appelle de la polymérisation, c'est-à-dire l'attacher avec d'autres monomères, éthylène, pour former un polymère, c'est-à-dire une chaîne de monomères, qui dans ce cas-ci forme le polyéthylène. C'est pour expliquer un peu le concept de polymérisation. Je peux utiliser d'autres monomères, comme dans ce cas-ci, un monomère de styrène. J'ouvre la double liaison. Je fais de la polymérisation, c'est-à-dire que je crée une chaîne de polymères. Puis dans ce cas-ci, elle s'appelle du polystyrène. Il existe plusieurs types de polymérisation. Ici, on explique un type de polymérisation par addition qu'on appelle polyaddition. Dans ce cas-ci, j'ajoute quelque chose pour obtenir le polymère. Un initiateur qui, dans ce cas-ci, est du peroxyde d'hydrogène, donc H2O2. J'ajoute à l'éthylène.
pour ouvrir la liaison double et initier, disons, la polymérisation. La chaîne de monomères peut être extrêmement longue, des centaines de milliers de monomères, c'est variable, ça peut même être des millions ou un peu moins. OK, à un moment donné, la polymérisation se termine, puis ça se termine avec un radical, OK, qui ici est OH. Si vous voulez comprendre mieux la polymérisation par addition, on a un petit vidéo qui est disponible euh, pour expliquer ça sur le public. Il existe un autre type de polymérisation qu'on appelle polycondensation. Ça fait que dans ce cas-ci, on a une molécule de phénol avec des molécules de formaldéhyde qu'on va lier ensemble pour obtenir un plastique qu'on appelle de la bakélite. On dit polycondensation parce qu'on obtient dans la polymérisation une molécule d'eau. Donc, on génère de l'eau dans notre procédé de polymérisation. Lorsqu'on fait cette polycondensation-là, on obtient un thermodurcissable. Dans le cas précédent de polyaddition, on obtient un polymère qu'on appelle un thermoplastique. OK. Il existe beaucoup de polymères donc qui sont constitués de monomères. Comme ici, bon, on a parlé ici, si on a le polymère avec l'éthylène, le polyéthylène. Puis là, il y a d'autres monomères, du polypropylène, du PVC, etc. J'attire votre attention sur un polymère qui est spécial et qui est assez connu, c'est qui est la cellulose. Donc, on utilise un monomère qui est assez complexe et on peut faire la polymérisation de cellulose. Puis, vous pouvez imaginer que dans ce cas-ci, ben, la cellulose, c'est ce qu'il y a dans les plantes. On peut obtenir un polymère qui est biodégradable. C'est que, tu sais, des fois, on a des fourchettes ou des verres de café qui sont biodégradables. Ben, le concept, c'est qu'on peut utiliser de la cellulose, mais il y a d'autres produits aussi qui sont biodégradables. Puis c'est un peu l'idée de ces produits-là. OK. Les thermoplastiques et thermodurcissables, qu'est-ce qui fait un peu la différence? Au niveau des thermoplastiques, j'ai des chaînes de polymères, mais j'en ai pas rien qu'une, je peux en avoir des millions dans une pièce de plastique. Ces chaînes-là peuvent être linéaires ou ramifiées, c'est-à-dire que ma chaîne principale a des ramifications. Ces chaînes-là, lorsqu'on est à basse température, elles ne bougent pas les unes par rapport aux autres. Lorsqu'on les chauffe, elles se mettent à glisser les chaînes les unes sur les autres. C'est un peu comme un spaghetti. On peut, si le spaghetti est chaud, ben ça glisse bien les uns sur les autres. Puis si c'est froid, ben c'est un peu pogné ensemble. Ça fait que ça, c'est pour les thermoplastiques. Au niveau des thermodurcissables, notre chaîne, disons nos chaînes, qui, sont comme un spaghetti. Mais le problème avec les thermodurcissables, ou c'est pas un problème parce que ça change les propriétés et c'est intéressant, mais on crée des liens entre nos chaînes, OK, disons comme du spaghetti. Mais là, les brins de spaghetti se lient ensemble, puis forment une seule grosse molécule. Puis ça, c'est ce qui se passe avec les thermodurcissables. Lorsque je chauffe, ça ne glissera pas ensemble. Ça ne peut pas, disons, fondre, puis je ne peux pas former une autre pièce avec à cause des réticules. C'est le même concept avec les élastomères que je vais discuter un petit peu plus loin. Donc, deux catégories fondamentalement de plastique. Donc, deux principales catégories, les thermoplastiques qui ramollissent sous l'effet de la chaleur, puis qui peuvent être recyclés. Donc, on peut les faire fondre, puis les réutiliser. Ça a des limites, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Au niveau des thermodurcissables, je ne peux pas les faire fondre et c'est non recyclable. Pour en revenir
à l'autre type de polymère qu'on appelle les élastomères, disons les caoutchoucs. À l'origine, la résine provenait de l'arbre à caoutchouc. Puis on a découvert un procédé de vulcanisation. Puis là, c'est là qu'on le transforme comme un thermodurcissable. On crée des liens entre les chaînes, puis on obtient un caoutchouc qui est très rigide. OK? Puis c'est comme ça, par exemple, qu'on fait des pneus. OK, avec le processus de vulcanisation. De nos jours, on utilise des caoutchoucs synthétiques là, pour faire les pneus, par exemple. OK, pour complexifier les choses, on peut, dans la polymérisation, mélanger les monomères. Puis là, on appelle ça des copolymères. C'est-à-dire qu'on peut les mélanger de toutes sortes de façons, aléatoires, alterner un monomère différent, puis on alterne comme ça. Les séquencer, une suite de monomères, une suite d'autres monomères. Puis on peut aussi avoir ce qu'on appelle des copolymères greffés. Là, tu as une chaîne principale d'un monomère avec des greffons euh, euh, d'un autre, euh, d'un autre polymère. Donc, avec ça, tu obtiens des propriétés différentes. Donc, quand tu cherches à avoir des propriétés différentes, on a toutes ces options-là. OK, au niveau du thermoplastique, lorsqu'il refroidit, à basse température, il est plutôt rigide. Puis lorsqu'on le chauffe, on augmente la température ici, il devient moins rigide dans un état qui ressemble à du jello, qu'on appelle l'état caoutchoutique. Puis après ça, il y a l'état visqueux. Lorsqu'on le chauffe encore, il devient très visqueux, un liquide visqueux, jusqu'à être presque liquide. C'est ça qui se passe avec les thermoplastiques. Lorsqu'on a un thermodurcissable, lorsqu'on le chauffe, à cause des réticules, les chaînes ne peuvent pas glisser les unes sur les autres. Il conserve sa rigidité jusqu'à ce qu'il se dégrade complètement, là, qu'il brûle. Donc, à cause de ça, je ne peux pas le recycler. Au niveau de la cristallisation des polymères, prenons le fait si on regarde le refroidissement, c'est qu'ici on refroidit. C'est qu'on refroidit, dépendant des pressions, des températures, on peut obtenir un certain niveau de... les chaînes sont très pêle-mêle les unes sur les autres, un vrai spaghetti. Puis ça, on appelle ça l'état vitreux. OK? C'est que l'état vitreux, ou on appelle ça aussi l'état amorphe, spaghetti, il y a peu de retrait lors du refroidissement, puis le polymère est transparent. OK? La lumière peut passer à travers. Encore là, grâce aux pressions, températures, type de polymère, on peut obtenir des polymères qui sont très cristallins dans le sens que les atomes sont très bien rangés les uns sur les autres. Et comme ils sont bien rangés, il y a beaucoup de retraits. Donc, il faut que j'en tienne compte au niveau de mon design de moule, par exemple. Et à cause que les atomes sont très bien rangés, il y a des phénomènes de diffraction qui rend le polymère opaque. Et la cristallinité, c'est pas quelque chose, dans certains cas, il y a certains polymères qui peuvent être juste cristallins, d'autres juste amorphes, mais ça peut être un degré de cristallinité. Puis ça joue sur les propriétés du plastique. C'est un élément important là, lorsqu'on fait de la fabrication de plastique. Bon, on va avoir une autre capsule qui va traiter des applications et procédés. Les problèmes avec les plastiques sont de plusieurs natures. J'en ai parlé un peu tantôt. Puis ici, j'ai mis un lien, un reportage d'une équipe suisse qui a fait vraiment une enquête sur qu'est-ce qui se passe avec le recyclage des plastiques. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 2018, la Chine a arrêté d'importer les plastiques du monde entier, ce qui a fait s'effondrer les prix. C'est que là, les pays occidentaux sont mis à exporter ça à différents endroits. Puis là, c'est plus ou moins bien recyclé. Là, une partie recyclée, d'autres est brûlée à l'air libre. Ça donne des problèmes environnementaux importants. OK, au niveau des plastiques, il y a différents symboles. Puis ici, on les explique un peu, là, comme ici le PET, c'est 1. Polyéthylène haute densité, polyéthylène basse densité, ça qu'il y a des symboles pour les différents plastiques. Ça explique un peu comment ça marche.
Puis ici, on voit les symboles de plastique, puis il y a des vidéos que vous pouvez regarder pour comprendre les plastiques.